Donc, on enchaîne sur cette question de l'activation musculaire dans le beatbox. C'est quand même une question centrale, en particulier dans cet aspect que le human beatbox serait une pratique intéressante à développer dans un cadre clinique. Donc, au cours de la thèse de Lisa Paroni, nous avons enregistré une base de données et Lisa a beaucoup insisté pour que nous enregistrions également les signaux électromyographiques en lien avec les signaux acoustiques et phonétiques de la production des sons beatboxés de ces beatboxers de cette base de données. Alors, donc, nous nous sommes intéressés dans cette étude au son de la batterie et plus spécifiquement à 3 types de sons, le son de la grosse caisse, le kick, le son du charleston, le hi-hat, et le son de la caisse claire, le snare et le rimshot, la technique du rimshot. Bon, je vais passer cette vidéo. Passer une vidéo juste pour vous montrer que les beatboxers sont extrêmement rapides. Et puis, il faut faire un petit clin d'œil à Alem qu'on aurait bien aimé avoir à cette journée. Et Alexinho, voilà, on a bien aimé les avoir avec nous. Bonjour à tous. Et puis, aussi pour vous montrer que le beatbox, ce n'est pas quelque chose qui se pratique tout seul. Ça peut se pratiquer en duo, en trio. Je crois d'ailleurs que tu as été champion du monde, Teco. En équipe. En équipe. On était 4. Vous étiez 4. Parfait. Donc, il faut savoir que dans l'apprentissage du beatbox, parfois, on va commencer par de la parole. On va utiliser des phrases qui vont amener au beatbox. Donc, par exemple, ça te dirait de nous le refaire en live, là, parce qu'on n'entend pas trop bien. Donc, on parle de Boots and Cats. Tu peux prendre pas au piston, hein, si tu préfères. Viens. Faut qu'on te voie. Pas au piston, parce que c'était le mien. Oui, voilà. Pas au piston, pas au piston, pas au piston, pas au piston. On s'est vraiment questionné sur ce lien entre parole et beatbox et on s'est même demandé au départ s'il n'y avait pas un continuum parole-beatbox. C'est d'ailleurs ce qu'on demandait à nos beatboxers. Les travaux de thèse de Lisa montrent que finalement, non, le beatbox est très différent de la parole. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de regarder ici. Donc, quelles sont les similarités et les différences entre la parole et le beatbox pour un son consonantique parlé et son homologue beatboxé. Donc, par exemple, pour un kick, ça sera un pou. Pour un hi-hat, ça sera un ti. Et pour la technique du rimshot, ça sera un k. Ensuite, on s'est questionné sur ces mécanismes articulatoires et musculaires utilisés pour produire cette palette d'effets et quels seraient finalement les mécanismes les plus adaptés pour des rééducations, comme par exemple la rééducation des troubles neurofaciaux myofonctionnels. Donc, ce dont on va parler ici, c'est en particulier de cette comparaison entre la production de ces sons parlés et la production de ces sons beatboxés. Vous voyez déjà, je reviens sur cette signature acoustique particulière. Tout à l'heure, je vous ai montré des signatures des différents sons du beatbox. Là, on met en regard ce que j'appellerais une consonne parlée, comme le pou, avec son équivalent beatboxé, comme le kick. Et on voit que vraiment, au niveau visuel de l'onde acoustique et au niveau visuel de sa signature spectrale, on a des signatures très différentes. Je vais passer ça. Je pense que peut-être Lisa nous en parlera tout à l'heure. On a aussi des dynamiques internes très différentes. Donc là, c'est une représentation des bobines, de leur mouvement vu de l'intérieur. Donc, vous avez le palais dur, ici, cette ligne noire. Et puis, vous avez les bobines de la langue et puis les bobines des lèvres. Pas grand-chose.
Et là, vous voyez dans le beatbox déjà que la trajectoire de ces bobines, en particulier pour la langue, mais aussi pour les lèvres, est bien plus active. Donc, on a montré par les travaux de Lisa que finalement, le beatbox a une vitesse articulatoire qui est bien supérieure à celle d'autres productions comme la parole ou même le cri, que ce soit c'est prépondérant pour des consonnes qu'on appelle bilabiales, qui sont faites avec les lèvres, comme le pou et le kik. Mais c'est également vrai pour d'autres consonnes comme les consonnes apicodentales, comme le ti ou le hi-hat. Maintenant, nous allons aller sur l'électromyographie de surface et je vais laisser la parole à mon collègue Julien Frère. Voilà, j'ai la chance d'avoir dans l'équipe des biomécaniciens avec qui maintenant aborder ces questions de façon très précise. Merci Nathalie. Bonjour à tous et tous. Je vais juste me présenter un peu rapidement parce que personne ne me connaît. Moi, donc, je suis Julien Frère, je suis maître de conférence dans la même équipe de recherche de Nathalie. Moi, Najib Salab. Et moi, je viens plutôt du milieu des sciences du sport. Voilà, je m'intéresse plutôt aux aspects musculaires sur les mouvements du corps humain complet. Mais pour autant, comme je m'intéresse aux coordinations musculaires et j'ai une approche privilégiée avec l'électromyographie de surface, en discutant avec Nathalie, elle m'a dit moi j'ai fait des sujets, il faut que tu regardes les signaux, il faut qu'on discute du big box, etc. Et la petite anecdote, c'est que moi, à titre personnel, je suis batteur. J'ai fait l'école de musique en batterie, je fais aussi de la MAO, etc. Donc, forcément, le big box, ça parle. Et même si je ne pratique pas, culturellement, je vois à peu près de quoi ça parle. Donc, du coup, ça m'intéressait beaucoup de voir un petit peu la réponse musculaire entre le beatbox et le parler. Et avant qu'on aille un peu plus loin sur la méthode et les résultats, peut-être un petit rappel sur ce que c'est que, enfin, rappel pour certains, et puis une explication pour d'autres, ce que c'est que l'électromyographie de surface. Donc, l'idée de l'électromyographie, c'est finalement d'enregistrer. Voilà. C'est d'enregistrer finalement l'activité électrique lorsque le muscle se contracte. D'accord ? Donc, globalement, l'électromyographie, c'est l'étude fonctionnelle du muscle à travers donc, le recueil et l'analyse d'un signal électrique. D'accord ? Le signal électrique, finalement, ça va déclencher la contraction. Et tant qu'il y a du signal électrique qui passe dans le muscle se contracte. Donc, c'est une approche très privilégiée en sciences du sport, mais pas unique. Et l'EMG de surface, parce qu'il y a des techniques plus invasives où on va insérer des aiguilles dans le muscle, ce n'est pas ce qu'on a privilégié ici. Donc, l'EMG de surface, c'est des électrodes qu'on va poser directement sur la peau et qui va correspondre en fait à une mesure globale reliée aux caractéristiques mécaniques du mouvement. Donc ici, vous avez une petite représentation alors, sur l'étude des enfants à la marche. Vous voyez ici, il y a tout un tas d'électrodes au niveau du dos, du membre inférieur, etc. Et on obtient ce type de signaux, à savoir que ça fait une ligne de base quand le muscle n'est pas activé, et puis vous avez ce qu'on appelle une bouffée, donc ici des pics négatifs et positifs lorsque le muscle contracte. Alors, la petite phrase ici, on mesure des volts, pas des newtons. Donc, finalement, on recueille de l'activité électrique, mais on ne mesure pas de la force. Voilà, c'est juste une petite particularité. Mais cette activité électrique nous renseigne finalement sur comment est contrôlé le muscle et comment il produit finalement de la force au final. Et juste pour vous expliquer un peu dans les détails, l'idée c'est que quand le système nerveux veut contrôler et contracter un muscle, il va envoyer une pulsation électrique qui va traverser un nerf moteur et ce nerf moteur va atteindre des fibres musculaires. Et donc, le système nerveux envoie des pulsations électriques qu'on appelle des potentiels d'action. Et ces pulsations, elles se propagent tout le long du nerf moteur pour arriver aux fibres musculaires. Donc, c'est ce qu'on a ici sur la partie en amont du muscle. Vous avez finalement plein de nerfs moteurs qui vont innerver plein de fibres musculaires avec des séries comme ça de potentiels d'action qui ne sont pas forcément synchronisés, mais qui vont arriver comme ça à de multiples fibres musculaires. Donc, ce signal ici, toujours matérialisé en rose, il arrive au niveau de la fibre musculaire
Et ensuite, ce potentiel d'action va se propager le long des fibres, de part et d'autre de cette jonction, ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Et c'est le signal qui se propage le long des fibres qu'on va recueillir avec ces électrodes sur la surface de la peau. Et donc, finalement, ces potentiels d'action du système nerveux, nous, on les recueille par des potentiels qui sont d'une forme un peu différente, mais finalement, on va faire la somme algébrique de tous ces potentiels musculaires et ça nous donne ce signal global. Donc, ce signal, comme on l'a vu sur l'image précédente, ça peut nous donner une indication sur quand est-ce que le muscle est activé, quand est-ce qu'il ne l'est pas. Mais on a aussi des variables qui vont mesurer l'amplitude du signal. Et donc, plus le signal est ample, plus le muscle va être activé. Donc, indirectement, on sait qu'il va fournir plus de force, mais on n'a pas ce lien direct avec la force. Mais en tout cas, on sait qu'il est plus recruté, plus sollicité. Et donc, ça peut être une indication pour nous de savoir si, effectivement, dans telle ou telle condition, on active plus les muscles, on les sollicite plus. Et c'est ce qu'on a envisagé ici dans le cadre du beatbox. Donc, il y avait deux questions principales qu'avait déjà montré Nathalie. Donc, quelles sont les similarités et les différences entre la parole et le beatbox, et quels sont les mécanismes musculaires, pour le coup, en lien avec le beatbox. Donc, la première hypothèse était de se dire, de façon assez intuitive, et puis basée sur ce qui avait été fait, notamment sur les premiers résultats de l'analysa, de se dire que l'activité musculaire va être plus importante en beatbox quand on parlait, et qu'on espérait aussi voir une différence entre les muscles au niveau des lèvres et les muscles plutôt de la face. Deuxième hypothèse, c'est que ces sollicitations seraient différenciées, notamment entre les groupes de muscles, mais aussi en fonction des sons. Alors, la méthodologie utilisée, donc 5 beatboxers ont participé à l'étude. Ici, les conditions étaient les suivantes. Il y avait finalement des enregistrements de sons beatboxés, donc le kick, le hi-hat et le rim shot. Donc, là, pour un batteur, c'est la grosse caisse, le charlet et la caisse claire, et leur équivalent parlé, donc les consonnes parlées, c'est ça, le pou, le ti et le ka, qui sont finalement les équivalents parlés du kick, du hi-hat et du rim shot. Donc, c'est des séries où ces consonnes ou ces sons étaient répétés 12 fois, et il y avait 2 séries comme ça. Et chaque fois, en amont de ces séries, il y avait ce qu'on appelle une phrase porteuse. Ça, c'est le, et puis on enchaînait le kick, le son kick, ou le pou, etc. Ici, une petite photo de ces électrodes EMG qui étaient posées sur, au total, 6 muscles, donc 4 autour des lèvres, les muscles labiaux, donc 2 sur les lèvres supérieures et 2 sur les lèvres inférieures. Et on a différencié droite et gauche. Et puis, pour les muscles plutôt faciaux, les zygomatiques droit et gauche. Donc, à chaque fois, en fait, pour chaque muscle, on a une paire d'électrodes, un peu comme les prises électriques, on a un plus, un moins, pour avoir finalement capté ce courant qui passe. Alors, petite particularité, c'est que ça fait partie aussi des limites de cette approche expérimentale. On n'a pas accès directement aux muscles vu qu'on est sur la peau. Donc, on a des zones privilégiées où on sait qu'on va capter en façon prioritaire le muscle cible, mais on sait aussi que potentiellement, et c'est encore plus vrai sur la face, on peut avoir l'activité d'autres muscles sous-jacents qui vont s'activer en même temps, etc. Donc, c'est une limite expérimentale qu'on connaît, mais on est prêt aussi à l'accepter puisque c'est la seule qui est viable pour ce type d'expérimentation. Alors, l'analyse des signaux, elle était la suivante. Donc, manuellement, à partir des signaux audio, on a détecté les événements, donc le début et la fin de chaque son. On a identifié ici comme des bursts, voilà, qui correspondaient finalement au son. Ça a été fait manuellement. Je pense que Lisa en a fait beaucoup, et Nathalie aussi. Et moi, j'ai eu comme service. Moi, de toute façon, c'est simple, j'avais le bon rôle, je mettais les pieds sur la table, tout le corpus était là, et j'ai fait le traitement de données derrière. Et donc,
qu'est-ce qu'on a fait en termes de traitement des signaux EMG? Donc ça, c'est un peu technique, mais c'est l'idée finalement d'avoir un signal brut, de le transformer pour avoir un signal exploitable par rapport aux questions qu'on se posait, notamment en termes de niveau d'activité. Donc, l'idée est d'avoir finalement d'obtenir ces enveloppes EMG, ce qu'on appelle des enveloppes RMS. Donc, finalement, le signal est tout en positif. On l'a vu tout à l'heure, c'était des plus, des moins. Voilà, tout est positif. Et une fois qu'on a obtenu ces enveloppes EMG, on va chercher sur des fenêtres temporelles précises le niveau d'activité moyen. Donc, on l'a fait pendant le burst, mais aussi sur une fenêtre temporelle. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est entre la ligne verticale bleue et la rouge. C'est très, très fin. Donc, c'était une fenêtre de 100 millisecondes en amont du son, parce qu'on sait aussi que avant de produire un son ou se contracter, on a déjà du signal avec eux. Donc, vous voulez voir capter ça aussi. Des fois, il y a des gestes qui se font avant même de produire le son. Et d'un point de vue statistique, donc on a utilisé, alors ça c'est vraiment technique, un SINANOVA. Finalement, l'idée, c'est d'avoir quantifier soit l'effet du son, ou soit l'effet de la fenêtre temporelle, donc avant ou pendant le burst. Sachant que ça, ces approches statistiques, on va les réinvestiguer bientôt, notamment avec Sylvie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier résultat? Donc, ici, vous avez exprimé l'activité musculaire de chacun des 6 muscles. Donc, à gauche, les 4 premiers, ce sont les muscles des lèvres, les muscles supérieurs droit et gauche, et inférieurs droit et gauche, et puis ici, les zygomatiques droit et gauche à chaque fois. En rouge foncé, vous avez la condition parlée, et en condition beatboxée, on va dire en saumon. Voilà. 3 graphiques. Sur la comparaison entre un son de kick et le pouls, ensuite la comparaison entre le hi-hat et le ti, et le rimshot et le K. Donc on observe d'un point de vue statistique, on observe que pour le kick par rapport au pouls, on a une augmentation significative de l'activité musculaire pour l'ensemble des muscles, en particulier les muscles des lèvres. C'est moins vrai pour les zygomatiques, même si on observe une différence, en tout cas, elle est moins nette. Pour le son de Charlet, de hi-hat, on n'a pas de différence significative, même si on pourrait voir un petit peu visuellement ici des différences, mais d'un point de vue statistique, la probabilité que cette différence soit liée à la condition qu'on veut étudier, la probabilité est aussi forte que ce soit lié à du bruit, à plein d'autres choses, et pas forcément à la condition. Donc, on n'a pas d'effet significatif d'une augmentation de l'activité EMG pour ce son-là. Par contre, pour le rimshot, comme pour le kick, on a une augmentation très nette de l'activité EMG pour l'ensemble des muscles, mais on le voit, c'est très net pour le muscle des lèvres. Donc, la première hypothèse est déjà valide. Alors, pardon, je n'avais pas précisé. Là, c'était sur la fenêtre temporelle avant le déclenchement du son. Voilà. On voit bien qu'avant de produire un son de kick ou de rimshot, il y a déjà une activation musculaire qui est plus élevée en beatbox. Et pendant la production du son, on va avoir des résultats assez similaires, à savoir que l'activation musculaire est plus intense en conditions beatboxées pour le kick. Pas de différence pour le son de hi-hat par rapport au son ti, et une augmentation significative pour le rimshot. Encore une fois, les effets ont l'air plus marqués pour les muscles des lèvres. Ensuite, on a traité les données de façon un peu différente pour essayer de voir autre chose. On a mis d'un côté, donc là on est essentiellement sur les 4 muscles des lèvres, les 2 supérieurs, les 2 inférieurs, et on voulait voir si dans cette augmentation de l'activité de l'EMG, on avait une différence entre les 3 sons produits. Donc, pour bien comprendre les graphiques, il faut imaginer il faut comprendre que sur l'axe des ordonnées, ce qui est exprimé, c'est l'activité EMG en condition beatboxée par rapport à la condition parlée. Donc, ça traduit directement si c'est au-dessus de 1,
100%, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation. Donc, en l'occurrence, on retrouve ce qu'on avait vu visualiser tout à l'heure. Pour le kick et le rimshot, cette augmentation LMG est plutôt nette et moins pour le hi-hat. Et on voulait voir s'il y avait un effet des sons entre eux. Alors, il s'avère qu'on a un effet principal des sons produits, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on compare un kick avec un hi-hat ou un rimshot, il y a des sons qui vont augmenter davantage l'activité LMG que d'autres. Donc, finalement, ce qu'on observe ici, c'est que le hi-hat engendre moins d'augmentation d'activité LMG quand on est en amont de la bouffée, en amont du son, ou pendant le son. Alors après, quand on fait des tests 2 à 2, c'est moins évident, mais on a un effet principal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va creuser encore un peu, parce que statistiquement, ce n'est pas évident à interpréter. La lumière d'une nouvelle approche statistique, je pense qu'on verra des choses beaucoup plus nettes. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le kick en amont du son et le rimshot en amont et pendant le son, clairement, augmente davantage l'activité musculaire que le hi-hat. Et pour les zygomatiques, on a fait la même approche statistique. Donc là, on observe également une augmentation, une différence significative entre les sons produits sur l'augmentation de l'activité LMG. Et en amont du son, c'est le kick qui génère le plus d'augmentation LMG. Et pendant le son, par contre, là, on n'a pas du tout d'effet entre les trois sons produits. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation LMG de l'activité musculaire, elle n'est pas différente entre les trois sons pour les zygomatiques. Dernière approche, donc là, c'était pour voir par rapport aux gestes articulatoires. On a comparé, on a repris donc chacun des muscles de façon indépendante, mais on a comparé cette fois-ci l'augmentation de l'activité LMG entre les fenêtres temporelles. Au début, je les ai dissociées, là, on les a comparées directement. Et on observe que l'activité EMG, le gain d'activité EMG, donc l'augmentation du recrutement des muscles avant ou pendant le son, avant le son, c'est plus important que pendant le son pour le kick. Il n'y a pas de différence entre avant et pendant le son pour le hi-hat par rapport au T, d'accord, et peu importe les muscles. Et c'est vrai également, finalement, sur le rimshot. Là, encore une fois, peut-être qu'on faut que le prix est quand même assez... Voilà. Finalement, ce qui peut un peu masquer les résultats statistiques, c'est qu'on a aussi une très grande variabilité des réponses musculaires entre les individus. Et donc, cette grande variabilité s'exprime par ces barres qui sont beaucoup plus grandes, notamment sur les muscles des lèvres supérieures. Voilà. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, pour l'instant, on n'a pas observé de différence entre avant et pendant le son pour le rimshot. Alors, en conclusion de tous ces résultats, l'hypothèse première qu'on avait, elle a été vérifiée, c'est-à-dire que effectivement, en conditions de beatboxer, l'activité musculaire est plus importante en conditions parlées. Alors, c'est surtout vrai pour le kick et le rimshot, c'est moins vrai pour le hi-hat, parce que finalement, les techniques articulatoires sont différentes. Et on a une anticipation qui est plus accrue pour la production du son de kick. Alors, les perspectives de travail par rapport à ces premiers résultats, c'est de continuer à explorer avec d'autres modèles statistiques potentiellement plus robustes ces résultats pour être sûr de ce qu'on raconte. Mais aussi derrière, c'est d'essayer d'aller voir le couplage entre ces activités musculaires et l'activité respiratoire. C'est une question qui est quand même récurrente. En termes de coordination entre l'activité musculaire et la respiration, parce que respirer, ça engage aussi une activité musculaire. Savoir aussi si ça génère de la fatigue et si cette fatigue elle est présente, comment elle est gérée dans le temps. Et enfin, l'intérêt de tout ça, Nathalie l'a évoqué tout à l'heure, c'est sur les aspects un peu plus thérapeutiques, pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour mieux intervenir par la suite. Cette démarche.
Merci pour votre attention. Et parfait, si, on est pile dans le temps. On a 10 minutes pour échanger sur ces aspects. Alexis, Paulo, ouais. J'ai deux questions. La première, c'est sur le rimshot snare. C'est quel son qui a été produit? Le rimshot. C'est discutable. Les deux. Oui, les deux. Vous avez tout mis dans un même paquet sur l'analyse. Et deuxième question, c'est qu'est-ce qui a motivé le choix du coup d'enregistrer l'activité en fait des muscles orofaciaux sur le rimshot et le hayat, sachant qu'ils sont produits avec la langue. Je ne sais pas si vous attendiez à avoir Oui, réponds Lisa. D'ailleurs, tu peux te lever, hein. Enfin, ceux qui ont aussi participé à l'étude, n'hésitez pas à venir. Déjà, on a organisé le protocole pour enregistrer l'UMG sur toute une partie du protocole qui prévoyait les 3 sons comparés aux 3 syllabes. Et finalement, franchement, moi je me suis dit, on verra après, pendant les analyses, on tiendra en compte que, bien sûr, les lèvres, les muscles de la face, a priori, ils ne sont pas trop actifs dans la population. Et du coup, quand tu envisages des exercices pour la thérapie pour l'orthophonie, c'est quand même bien de savoir que, effectivement, il n'y a pas de phénomène du genre latéralisation ou l'activation musculaire d'autres choses. Et le rimshot, notre protocole, il n'est pas parfait. Hein. On aurait pu imposer par exemple, on n'a rien imposé, on a juste demandé le rimshot. Mais si tu veux, tu regardes quand même s'il y a une activité au niveau des muscles de la face, par exemple sur le. Il y a une activation. Et c'est bien de la caractériser, de savoir si c'est latéralité, comment est-ce que ça diffère par rapport à l'activation d'un cas. Voilà. Parce que c'était assez visible en fait sur les échelles, je crois, des premières figures, on voyait déjà l'activation politique à des échelles à 1.5, je pense que c'est des volts. Oui, c'était en volt. Ouais, et après on est à 0.2 à peu près, donc on a vraiment Je peux juste compléter parce que en fait, c'est très important cette différence. Et on s'y attend aussi en parole. En parole, on s'attend à ce que dans tout, on ait beaucoup d'activité labiale et qu'on en ait très peu d'anti. Et si on avait observé de l'activité pendant le hi-hat et pendant le T, ça nous aurait dit simplement, le beatboxer, là, il est juste contracté de partout, mais son activité n'est pas spécifique à ce qu'il est en train de produire. Là, le fait qu'on ait des différences entre les sons, c'est justement ce qu'on cherche, quoi. Moi, c'était une question pour un peu plus comprendre à mon échelle la lecture de ces données. Donc là, on a, j'ai demandé à Lisa, on a un mélange entre les 5 sujets, c'est bien ça? C'est une moyenne. La moyenne. C'est une moyenne de données. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on voit la valeur la plus basse qui a été mesurée, la valeur la plus haute, en fait, dans ces petits rectangles? Ouais, la hauteur des barres, ça s'appelle des boîtes à moustaches. Sympa. Ouais, c'est sympa. En fait, le trait central correspond à ce qu'on appelle une médiane, où c'est une mesure de. C'est pas la moyenne, mais ça s'en rapproche. C'est une mesure de centralité. Mais voilà, ça exprime en fait la distribution. Vous imaginez qu'on pourrait faire un nuage de points derrière avec les participants. Et cette boîte la à moyenne, moustaches, elle est au centre du rectangle. Alors, non, elle n'est pas forcément. Là, c'est la médiane. La médiane la moyenne serait au milieu. La Ouais. médiane, en fait, comme ce n'est pas la même mesure de centralité, donc, pour ne pas rentrer dans les termes techniques, là, effectivement, ça veut dire qu'on est sur l'ensemble de la distribution. Là, on est sur le quart inférieur. Là, on est sur 75% supérieur.
et la médiane, c'est censé représenter 50% de la distribution. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a quand même peut-être la majorité des participants qui se situent ici, et puis on doit avoir sur les 5, peut-être 2 qui sont là-haut. On a 2 frimeurs. Il y a une distribution qui est assez hétérogène, là, c'est très visible. Là, ici, c'est beaucoup plus concentré, plus homogène entre les participants. D'accord, ou là-haut, on a une dizaine d'autres, là, on est sur. Oui. Très bien, ok, merci beaucoup. J'ai une question, mais qui est un peu subsidiaire, c'est que j'ai vu sur la photo de l'expérience qu'il y avait un photographe qui était mis sur le sujet, sur les sujets. Ces données-là ne sont pas présentées. À quel point dans les continuums parole beatbox, comment se comporte l'activité biotique? Je ne connais pas. Désolé, c'est pas. Peut-être que. Oui. Bon, déjà, on avait enregistré ce continuum par le beatbox que sur un sujet. Et ce qu'on voyait à l'électrophotographe, c'était que la première étape, c'était de dévoiser les voyelles. Donc, on perdait la vibration des plus vocaux sur les voyelles. Et ensuite, cette voyelle dévoisée venait carrément supprimée pour passer à des sons consonantiques. Alors, nous avons une question de Catherine Rudan. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci de ce confort. Pour vous, très inconfortable, je pense, de pouvoir être avec vous, alors que moi, je suis à Lagny-sur-Marne, près de Paris. Voilà. Alors, merci aussi pour les présentations absolument passionnantes. Moi, je m'intéresse aux vocalités hip-hop dans le cadre d'un projet naissant. Je suis musicologue et c'est de là que je vais vous parler. J'ai 2 remarques, questions. Une qui porte sur l'activité musculaire respiratoire, donc je crois que vous l'avez un petit peu évoqué. Quand j'avais fait l'école d'été sur la voix, la deuxième, avec Nathalie, on avait bien, évidemment, on s'était focalisé sur le fait que le timbre vocal, enfin, entre autres, que le timbre vocal est complètement différent selon la manière dont on mobilise les muscles abdominaux, voire plus bas. Alors, moi, je ne suis pas physiologiste, mais vraiment au niveau de tout ce qui se passe dans le bas-ventre, voire autour de l'anus et tout. Et donc, je me demandais si vous aviez aussi des premières pistes. J'ai l'impression que vous n'avez pas, vous êtes intéressé vraiment à ce qui est facial et labial, mais est-ce que vous avez des premières pistes sur la manière dont c'est mobilisé par les beatboxers? Et puis, l'autre chose, ah oui, alors ça, c'est plus par rapport à ce qu'avait dit Tycho. J'ai trouvé la remarque très, très juste entre pratique musicale et genre musical. Et en fait, je me dis que là, par exemple, vous avez étudié le rimshot dans votre thèse. À ma connaissance personnelle, je ne suis pas une encyclopédie, mais le rimshot n'est pas un son qui est très typiquement employé dans la plupart des patterns de batterie, que ce soit rock, heavy metal, jazz. Enfin, c'est un son qui, pour moi, est associé au reggae et aux musiques jamaïcaines. Et puis voilà. Alors après, peut-être que c'est aussi parce que j'ai pas non plus une culture de batteuse, mais bon. Si c'était le cas, est-ce que ça ne voudrait pas dire que le fait que ce soit employé de manière récurrente et fréquente par des beatboxers, ça voudrait dire qu'il y a bien finalement quand même la conjonction entre des possibilités pratiques et d'ailleurs des opportunités, une virtuosité pratique liée à cet instrument particulier du beatboxing, qui viendrait finalement configurer les musiques produites. C'est-à-dire qu'on invente peut-être aussi des patterns de batterie qui ne seraient pas proposés par des batteurs utilisant les instruments acoustiques matériels. Donc la question, ça serait, de ce point de vue-là, est-ce qu'on ne serait pas en transition? Alors, je n'irai pas, je suis d'accord, jusqu'à dire que c'est un genre musical, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre de l'invention esthétique, de l'invention musicale qui vient moduler le fait que ce soit simplement un instrument. Tu veux commencer à répondre, Lisa, peut-être? Alors, la première question, elle portait sur les activités musculaires plutôt abdominales, voire pelviennes dans le beatbox. C'est clair que c'est, à mon sens, quelque chose d'important à regarder par la suite, puisqu'on voit bien que la respiration est très particulière, singulière dans le beatbox.
à fait inattendu pour nous, hein. On n'avait pas fait cette hypothèse d'une stabilité respiratoire qu'on observe. Et on peut se demander effectivement si elle s'accompagne, eh bien, comme on le fait dans les autres pratiques chantées, voilà, d'un soutien en particulier par toute la ceinture abdominale, par la zone pelvienne. On n'a pas du tout posé d'électrode pour l'instant sur les beatboxers sur ces zones-là. On l'a fait dans une autre étude, hein, sur le chant moderne en musique actuelle, mais pas sur les beatboxers. On s'est intéressé aux muscles de la face et des lèvres parce qu'il y avait cette question dans la thèse de Lisa et puis dans les travaux qui précédaient d'exercices pour la rééducation en clinique. Donc, c'est vrai que on a focalisé plus sur ces muscles-là et qu'il serait très intéressant d'aller regarder plus globalement la notion de soutien, voilà, dans le beatbox. Pour le postdoc de Lisa, je ne sais où. Ceci dit, après, en plus, il y a une question technique aussi, hein, c'est que ça fait des voies supplémentaires à poser. Et, ça veut dire qu'il faut faire des choix sur les muscles qu'on veut faire, etc., qu'on veut analyser. Alors, c'est vrai que ces premiers résultats ont tendance à montrer qu'il n'y a pas de latéralité très prononcée. Donc, on pourrait très bien dire on ne prend que le côté droit et du coup, les voies qui étaient à gauche, elles peuvent resservir pour la respiration, etc. Ça, c'est des choses qu'on maintenant on pourrait y aller en sachant. Et donc, pour ta deuxième question, alors est-ce que tu peux rapidement reformuler parce que je n'ai pas saisi. En gros, oui, j'ai l'impression que c'était plus pour Tico éventuellement. Bien. Venez les beatboxers. Parce que je me permets. Bonjour Catherine. Bonjour Tico. Si peut-être que tu l'avais bien enregistré ma question ou bien je la redis. Moi j'ai bien saisi, effectivement. Alors, il y a un petit quiproquo sur le vocabulaire, là, qui est un vocabulaire spécifique de batterie. Et effectivement, dans la thèse, alors j'attendais mon temps d'intervention pour le dire, mais la question de la rimshot, en fait, la rimshot est une frappe spécifique sur la caisse thème. Et donc, effectivement, dans les sons de beatbox, ça peut dépendre de l'interprétation de chaque beatboxer. Donc, je ne sais pas qui a été l'intervenant qui a fait qu'il y a eu cette décision, ce choix sémantique, ce choix de vocabulaire pour représenter ce son ici. Mais en mon sens, à mon expertise, en rimshot, dans le beatbox, on peut catégoriser deux types de clics qui doivent être des clics très secs. Et sur ceux que j'arrive à vous faire, moi, j'utiliserai uniquement celui-ci, le cas de base, expirer. Celui-ci, par contre, pour moi, n'est pas une rimshot. Pour moi, c'est une caisse claire. Une caisse claire, soit électro, soit hip-hop de boîte à rythme. Voilà. Et donc, effectivement, là, sur le plan de la fonction musicale dans le langage, déjà, c'est beaucoup plus associé, oui, à des musiques reggae, funk, sud-américaine. Voilà, on est dans ce langage-là. Et donc, il peut y avoir un petit quiproquo sur la case snare inward, donc une case snare majeure dans le beatbox, même peut-être la plus utilisée, je dirais la plus répandue dans le langage commun du beatbox international, dans le dialogue général du beatbox. Celle-ci, il faut mieux la catégoriser en snare, en caisse claire. Voilà. Alors, elle a été catégorisée en snare dans le corpus. Hein. Voilà, elle n'a pas été écrite en rimshot. C'est facile, en fait, de pouvoir avoir un quiproquo. On a vraiment distingué au niveau des snares dans la partie, différents types de snares. Si tu te souviens, dans la deuxième partie du corpus, on vous a demandé de produire beaucoup de sons différents. Justement, il y avait le rimshot. Et la caisse claire. Je me souviens d'avoir vu les deux, après je ne savais plus vraiment lesquels étaient là, c'était vraiment la partie du corpus consacrée à la comparaison entre parole et beatbox en son correspondant. Pour nous, c'était la question, c'était quand on demande aux beatboxers de faire un cas en beatbox, qu'est-ce qu'ils font? Oui, et donc on avait généralement plutôt un qui sortait. On avait. Enfin, c'est ça, c'est les questions d'affinité, de capacité de chacun. Voilà. Si je peux me permettre de compléter la réponse de Polo, sur l'aspect rythmique aussi, on a tendance, souvent les gens me disent « Ah là, mon Dieu, je crois entendre une batterie ». Enfin, voilà, en grand amateur de musique, je connais très peu de beatboxers qui ont des vrais sons de batterie dans la bouche. Il y en a qui font vraiment l'illusion, même moi en tant que spécialiste, je ferme les yeux et je me trompe. Pour moi, il s'agit plus d'une stylisation des
des sons percussifs traditionnels de la batterie ou d'autres instruments percussifs. Donc après, à chaque beatboxer, je dirais qu'on conçoit ça un peu comme une partition MIDI. C'est-à-dire qu'on va avoir la partition rythmique, et après, selon le kit rythmique et sonore qu'a le beatboxer ou la beatboxeuse, on va plus ou moins utiliser une caisse claire justement comme ça, mais d'autres vont plus utiliser le qui ressemblera plus à une caisse claire traditionnelle, voilà, qui est plus fidèle, et chacun même, ou des fois, utiliser des voilà, c'est plus du tout, on n'utilise plus les lèvres, quoi que ce soit, là c'est juste les cordes vocales qui sont en jeu, et c'est à chacun de choisir sa stylisation justement et son appropriation des sons percussifs pour retraduire ça en beatbox. C'est aussi un choix qui peut dépendre du style qu'on veut imiter. Voilà, il y a aussi une dépendance stylistique en fonction du choix de la caisse claire qui peut vraiment caractériser le style imité. Par exemple, les gutturales sont plus électro, on va plus les retrouver dans les musiques électro ou des tendances trap qui sont des évolutions récentes du hip-hop. C'est une autre spécialité. La trap, la drill, voilà, on va utiliser typiquement ces caisses-là. Ça caractérise beaucoup le style. Merci beaucoup.